Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon le rapport de la seconde université d'été destinée aux jeunes cadres des partis politiques en Afrique en 2018 au Rwanda, divers facteurs peuvent expliquer les faibles niveaux de participation politique active des jeunes. Il s'agit notamment du patrimonialisme, du cynisme à l'égard de la politique, de la méfiance envers les partis politiques et les régimes juridiques d'exclusion et de facteurs structurels qui y sont associés. Cette émission entend aborder le rôle et les apports de la jeunesse africaine en politique pour le développement de ce continent. Et pour en discuter, deux invités avec qui nous allons échanger. À ma droite, Dr Diomandé Youssouf. Il est médecin, diplômé et délégué de l'IFPAGC, qui est l'Institut de formation politique Amadou Gon-Coulibaly. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur. Comme on l'a dit, nous sommes également avec une dame, Cynthia Nadège. Elle est responsable emploi, formation et entrepreneuriat à la PFS Bingerville. Elle est diplômée également en sciences politiques du même institut. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Avec vous, nous allons parler de la jeunesse. Vous êtes des jeunes et nous allons parler de la politique. Docteur Diomandé, lorsque vous regardez l'Afrique dans son entièreté de façon générale, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont suffisamment associés quand on parle de gestion de l'État, quand on parle de politique? Merci beaucoup, M. Ouman, pour l'opportunité que vous nous donnez justement de nous exprimer sur la question de la jeunesse, qui pour nous est une belle opportunité parce que nous sommes d'abord jeunes et que nous sommes des jeunes Africains. Alors quand on regarde dans les derniers recensements de la population au niveau africain, et quand on regarde la proportion que représente la jeunesse en Afrique, et la représentation de la jeunesse justement dans les instances de prise de décision donc politiques, le constat il est évident, c'est clair que les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués. Voilà. D'accord. Et dans l'expression suffisamment impliquée, en termes de proportion, si on a 60% de la population jeune dans un gouvernement, dans un État ou dans les postes décisionnels, Cynthia, à quelle proportion selon vous les jeunes devraient être associés? À la même proportion que leur part démographique dans la société, parce que s'ils sont à 60%, ils pourraient participer à au moins 60%. Parce que la jeunesse, c'est à partir de quel âge? En fonction de certaines instances, le jeune, on dira de 15 à 35 ans. Pour d'autres, on descendra jusqu'à 11 ans. Donc, de quelle tranche de la population jeune on parle exactement? Mais pour celles qui veulent s'inscrire dans la politique, donc à partir peut-être de 18 ans, à partir de 18 ans, on se dira qu'un jeune de 18 ans aujourd'hui, il faudrait qu'il prenne conscience qu'à partir du fait qu'il est déjà majeur, il devrait faire partie il doit prendre part à la politique de son pays, de son environnement, du continent. Parce qu'il ne faut pas se dire que je suis jeune, je suis petit, je suis adolescent. Non, parce qu'il s'agit de l'avenir de chacun et du jeune en question lui-même. Donc, au moins 60%. D'accord, et ça, la prise en compte de ces jeunes devrait pouvoir se faire. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que les politiques, nous sommes en Afrique, les politiques ont échoué dans leur gestion de stabiliser un État, dans leur gestion de produire le développement escompté ou du moins attendu par les populations? Je ne dirais pas qu'ils ont tort. C'est clair que quand on regarde, quand on fait un constat général de tous nos pays africains, on se rend compte effectivement qu'il y a des facettes de la société qui n'ont pas été prises en compte ou suffisamment prises en compte. Donc on n'ira pas jusqu'à dire qu'ils ont échoué, on dira plutôt qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, moi ce que je vais dire, c'est que la question de la jeunesse aujourd'hui doit être traitée avec la jeunesse elle-même. Voilà, parce qu'on est sans ignorer que quand on regarde aussi le niveau de compétences des jeunes que nous sommes, et c'est problématique. Donc on ne va pas forcément dire que les politiques ont échoué et le jeune lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Donc la question où la responsabilité justement dans cet échec est partagée. D'accord, nous sommes en train de parler de politique. Est-ce que les jeunes ont la même définition, la même compréhension de la politique que ceux qui sont les dirigeants actuels? Autrement dit, Cynthia, comment est-ce que vous concevez la politique? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Pour vous, ce serait quoi? C'est quoi la politique? La politique, si on le prend dans son terme le plus basique, c'est la gestion de la cité. Mais aujourd'hui, quand on prend le citoyen lambda, le jeune africain, pour lui, la politique, elle s'associe tout de suite aux élections municipales, législatives et présidentielles. Parce que le jeune politique, en général, tant qu'il n'y a pas d'élection, c'est comme s'il n'y a pas de jeunes, en fait. Mais dès que les élections approchent, on mobilise la jeunesse parce qu'elle doit peut-être battre campagne, elle doit faire ci ou elle doit faire ça. Donc la politique, c'est la gestion de la cité. Pour gérer la cité, c'est quoi?
Ce n'est pas forcément adhérer à un parti politique. Aujourd'hui, nous avons les associations de société civile qui militent également et qui sont de plus en plus entendues. Dernièrement, à la COP 15, qui s'est tenue en COP 15, mais les organisations de société civile ont eu une quote-part, ont été prises en compte véritablement, ont eu droit à la parole. Et même quand on retourne, lorsqu'il y a des projets qui sont pris et qui doivent être décidés, la société civile est consultée. Il ne faudra pas dire que je suis jeune, moi je ne fais pas la politique, je ne suis pas dans un parti politique parce que je n'y crois pas ou bien je ne suis pas sceptique. Non. Certains disent, comme on le dit, quand tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fait. Pourquoi on le dit? Parce que tu es dans la cité. Et si c'est la gestion de la cité et que dans la gestion de cette cité, tu n'as pas un mot à dire et que tu te laisses faire, mais après on ne se plaint pas. Parce que c'est toi qui a laissé faire. Le mot à dire, c'est ta compétence, c'est ta contribution, c'est ton point de vue. Voilà, c'est ta contribution et chacun doit contribuer. Aujourd'hui, si nous en sommes où nous sommes, c'est parce qu'il n'y a pas d'implication. Je ne parle pas de passion, mais je parle d'implication véritable dans ce que nous faisons. Le jeune, quand on parle de politique, mais ton travail que tu mènes, ton activité que tu as, tu diras que ce n'est pas de la politique, mais quand on parle de gestion de la cité, il y a le facteur travail. C'est le travail, c'est les revenus sur nos salaires, sur nos activités qui construisent notre pays. Mais ton travail, comment tu le fais? Tout à l'heure, M. Diomandé était en train de répondre par rapport à ce que vous lui avez posé comme question, l'échec des politiques. Mais l'échec des politiques, ce n'est pas l'échec des politiques, c'est notre échec à nous tous. D'accord. Parce qu'on va lever le doigt sur les politiques pour dire qu'ils vident les caisses de l'État, mais nous-mêmes, à notre moindre niveau, qu'est-ce que nous faisons? D'accord. On reviendra à ça certainement tout à l'heure. Lorsque vous regardez les dirigeants africains, la plupart des jeunes estiment qu'il n'y a plus de modèle. On dit qu'il n'y a pas de modèle. Est-ce qu'il n'y a pas de modèle? Il y a des références. Il y a des hommes de référence. En témoigne un institut qui a été donc créé. En Côte d'Ivoire, vous êtes des auditeurs de cette première promotion, l'Institut de formation politique à Amadou Coulibaly. Donc il y a des hommes politiques qui sont les hommes de référence. Il en existe en Afrique. Effectivement, il en existe. Je profite de l'occasion justement pour saluer la mémoire du Premier ministre Amadou Coulibaly, justement dont l'Institut porte le nom, et à sa tête le président du conseil d'administration, le ministre de la Jeunesse ivoirien. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des modèles qui existent. Mais le problème aujourd'hui en Afrique, c'est que ces modèles ne sont pas suffisamment vulgarisés. C'est ça aussi le problème en Afrique en fait. Parce que justement, le jeune qui naît aujourd'hui, qui grandit, a besoin des valeurs, a besoin des modèles pour s'en inspirer. Mais aujourd'hui, on ne fait pas la promotion de ces modèles-là. Et c'est pourquoi nous saluons d'ailleurs la mise en place de cet institut-là, justement, qui permet de faire la valorisation justement de ce que le Premier ministre Amadou Coulibaly a été. Donc il faut faire la promotion justement des valeurs pour impacter justement la jeunesse qui va s'en inspirer justement pour la construction de la nation où cette jeunesse-là vit. Et pour aborder dans le sens qu'elle a dit aujourd'hui, comme elle a dit, la politique en fait, on associe tout de suite la politique, notamment la jeunesse, aux élections, aux partis politiques. Elle a dit, la politique, ce sont des acteurs sociaux, la politique, ce sont des ONG, la politique, ce sont des organisations de la jeunesse. Et toutes ces personnes, justement, doivent prendre part à la gestion de la cité, comme elle a dit, justement, pour proposer, pour donner son avis, pour qu'ensemble, justement, on puisse arriver à un état de droit, un état où tout le monde puisse bien vivre. D'accord, vous allez parler de gestion de l'État, gestion des biens, gestion des personnes, quand on parle de politique, et la question de la corruption. Quand on parle de gestion, on n'oubliera pas cette grande graine qui est la corruption. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 1300 milliards l'année qui partent du fait de la corruption. Est-ce que les jeunes ont la solution à ce problème? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, vous les jeunes, pour ça? Oui, nous pouvons faire quelque chose, et cette chose-là, pour la faire, il faut être formé. Parce qu'il faut dire que l'Afrique a perdu ses valeurs. Certaines personnes diront que l'Afrique est née de l'esclavage ou de la colonisation. Non, l'Afrique existait par elle-même. L'Afrique est intègre. L'Afrique est au travail. Les chefferies africaines, les royaumes, toutes ces valeurs-là qui émanent de nos ancêtres, on les a perdues. Un Africain qui est ancré dans la valeur africaine ne se permettrait pas de faire certaines choses. Donc nous devons revenir à ce que nous sommes. Et pour ça, c'est la formation. Aujourd'hui, nous sommes combien à parler de nos ethnies, pour parler de nos coutumes. Mais pour cela, il faut être formé. Et nous sommes des privilégiés, nous, la première promotion de l'Institut Amadou Coulibaly. À partir de cette formation, et que nous espérons qu'il va être vulgarisé,
aussi par tous les acteurs politiques, pour faire comprendre aux jeunes qu'en venant à la politique, ce n'est pas pour se remplir les poches. Ce n'est pas pour sortir sa famille de la misère. Pour sortir de la misère, on travaille. On ne vient pas à la politique. Mais ils sont influencés par tout ce qu'ils voient. Oui, influencés, mais il faut former. Parce que quoi qu'on dise, même si c'est une goutte d'eau, docteur demandait là, même si je mets un liquide ici qui est différent de cette eau, elle ne sera plus la même. Elle ne sera plus la même. Donc le peu qu'on fera, au fur et à mesure, dès lors que ça émane d'un engagement, ça ne changera pas comme de façon miraculeuse, non. Mais au fur et à mesure, on forme les enfants dès l'école primaire. Aujourd'hui, nous, à Bingerville, nous travaillons sur des projets de revalorisation, de collecte, de tri de déchets. Mais le partenaire, il a ciblé les enfants, l'école primaire, même pas le collège. Pour dire que la formation dès nos écoles déjà, apprendre à l'enfant à être intègre, à avoir des valeurs. Et non pas être dans les médias, comme on dit, mais dès cet instant, un enfant qui est à la maternelle, un enfant qui est au CP1, à qui on inculque déjà des valeurs, mais il va grandir avec. Puisque les parents, en griffe, nous avons démissionné. C'est la société qui éduque nos enfants. Ce sont les écoles qui éduquent nos enfants. Parce que nous faisons combien d'heures à l'extérieur de la maison? Quand on sort, ils dorment. Quand on rentre, ils dorment. Donc c'est la formation. 8 heures, 10 heures de temps. Et à partir de cette formation, je pense que les valeurs vont revenir et que le citoyen, chaque citoyen saura que ce que je fais, c'est pour le collectif. C'est parce qu'on pense à soi qu'il y a la corruption. Mais si on fait les choses pour le collectif, au fur et à mesure, la corruption, elle va s'amenuiser en fait. D'accord. Cynthia parle de la formation. Les jeunes, de façon générale, disent on a besoin de formation. Les anciens disent les jeunes ne sont pas formés. On s'envoie la balle, on se la renvoie. Pour parler de politique, de quelle formation, de quelles compétences les jeunes ont-ils besoin pour faire une politique assez saine, pour être des acteurs sociaux et des décideurs de demain ou d'aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et justement, quel type de formation? Il y a plusieurs types de formations. Il n'y a pas une formation spécifique. Ce que nous disons, c'est que chaque jeune, à partir de son domaine d'activité, à partir de sa profession, ou là où il peut agir, à travers sa formation qu'il peut le faire, il peut impacter la société. Et le problème, en fait, ou la formation qui peut être générale un peu à tous les jeunes, c'est la formation au service civique et à la citoyenneté, qui aujourd'hui, je pense, se fait depuis l'école primaire. Parce qu'elle a parlé justement de la corruption. Eh bien, c'est parce que nous savons très bien que la corruption n'est pas une valeur civique. Ceux qui viennent à la politique, quand ils n'ont pas été formés suffisamment justement à la gestion de la chose publique, il ne faudrait pas qu'on se tonne du fait qu'ils viennent pour se remplir les poches. Parce que quand on gère tout ce qui est public, ça ne nous appartient pas. C'est pour la collectivité, c'est pour la communauté. Et c'est pourquoi il faut former les jeunes. Aujourd'hui, à tout ce qui est valeur civique, à tout ce qui est valeur citoyenne, justement pour les amener à dire, justement, on peut faire la politique, mais quand on vient à la politique, on ne vient pas justement parce qu'on veut se remplir la poche, on ne vient pas à la politique parce qu'on ne travaille pas, on vient à la politique justement pour apporter un plus pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, de notre communauté. D'accord, très bien. Nous sommes toujours en train de parler de la politique. Jetez un regard dans la sous-région. On parle de plus en plus de transition démocratique et il y a de nombreux coups d'État à répétition. Nous sommes en train de parler de la politique des jeunes. Les jeunes sont-ils responsables, ou du moins comptables, de tous ces différents coups d'État? Ou est-ce que les jeunes pensent qu'ils peuvent changer les situations? Parce qu'ils réclament la transition démocratique dans les pays, ce qui est normal, ce qui est démocratique d'ailleurs. Effectivement. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que je pense de cela, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la responsabilité est partagée. Mais la responsabilité de la formation, même de la jeunesse, même, revient déjà de l'État. C'est l'État justement qui doit mettre en place tout ce qu'il faut justement pour former sa jeunesse. Et quand c'est pas fait? Et quand c'est pas fait, ben, on se rend compte aujourd'hui, quand il y a des coups d'État dans un certain nombre de pays, il y a des jeunes qui sont dans la rue. Ils sont les plus nombreux. Ils sont un peu nombreux. C'est d'ailleurs des jeunes qui prennent le pouvoir. Comme je l'ai dit, que ce soit le coup d'État ou que ce soit les guerres ou le terrorisme, tout cela se nourrit justement du désespoir de la jeunesse. Du désespoir même de la population en général. Parce qu'on ne va pas avoir de coup d'État dans des pays où les gens sont bien formés, où les gens vont à l'école, ils sont bien soignés, où tout se passe bien. C'est clair. Donc aujourd'hui, quand on revient justement à la formation, parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on regarde la population, je prends toujours le dernier recensement de la Côte d'Ivoire, où il y a 3 Ivoiriens sur 4 qui ont moins de 35 ans. Mais quand on regarde les services sociaux de base, est-ce que c'est clair que ce n'est pas suffisant? L'État fait beaucoup, nous sommes conscients de cela, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, quand on prend les pays frontaliers, au nord par exemple, pourquoi est-ce qu'on appelle justement que le terrorisme puisse s'installer? C'est parce qu'on se rend compte que dans ces zones, les services sociaux ne sont pas toujours présents comme
dans les mégalopoles comme Abidjan. Donc on se rend compte qu'il faut prendre en compte ces jeunes, il faut les occuper sainement parce que justement, la jeunesse, c'est une énergie. D'une manière ou d'une autre, elle sera utilisée. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise cette énergie-là. Mais c'est clair que quand on ne prend pas soin des jeunes, quand les jeunes ne sont pas bien formés, encadrés, compétences, entrepreneuriat, formation, tout ça, c'est clair qu'on ne s'étonne pas justement que ces jeunes-là servent de monnaie d'échange pour le terrorisme et favoriser ces coups d'État. Donc tous ces problèmes justement naissent des inégalités ou de la non prise en compte des enjeux concernant la jeunesse dans nos différents États. Quand on parle de jeunesse, on n'oublie pas les femmes qui font partie aussi, les femmes qui ont cet âge-là, qui font partie des jeunes. Ici en Côte d'Ivoire, une mesure qui a été prise pour l'accès des femmes à des postes de responsabilité. On parlait des 30%, on se souvient des élections dernières, où il fallait faire en sorte que les femmes occupent 30% des postes des partis politiques. Il n'y avait qu'un seul qui avait fait l'effort pendant les élections d'atteindre ce quota. Est-ce qu'il y a des pesanteurs encore au niveau des femmes, pour vous les femmes, d'avoir accès à des responsabilités, à des postes élevés, surtout en politique? Je dirais que la pesanteur ne vient pas des gouvernants. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec la promotion du genre, la femme est mise en avant. Et on dira même que certains hommes me disent par moments qu'on a l'impression que les femmes sont mises sur un piédestal et nous, on nous oublie parce que même quand on postule, on dit les candidatures féminines encouragées. Et quand on a une dame qui par rapport à l'homme, c'est elle qui sera prise. Qui les met sur ce piédestal? Qui? C'est pas les hommes ou bien c'est encore les hommes, on s'imagine. C'est encore les hommes qui le font, qui privilégient les femmes. Donc ils ne peuvent pas se plaindre encore. Mais c'est par rapport au postulant et puis ceux qui font les lois et qui font la promotion du genre. Okay. Donc chacun a un point de vue différent, mais la pesanteur, je dirais que c'est la femme elle-même. Parce que d'abord, il y a l'analphabétisation. La culture aussi. Il y a la culture, il y a le niveau socio-économique. Et lorsqu'on voit la population, le pouvoir d'achat, il est détenu par les hommes. Lorsque nous sommes dans une société où, en 2021, en 2022, au 21e siècle, on dira à une femme de ne pas travailler. Et des hommes intellectuels qui diront à leur femme de laisser un boulot parce qu'elle doit rester à la maison s'occuper des enfants. Une femme déjà à qui on demande de ne pas travailler au nom d'une relation amoureuse, d'une vie familiale, ce n'est pas la politique qu'elle ira faire. Et quand vous regardez... Donc, c'est cette femme-là qui doit décider de prendre sa liberté, son autonomie, ce qui ne veut pas dire que je dois sortir de ma famille, de mon mariage. Et en Côte d'Ivoire, il y a un programme spécial pour l'autonomisation des femmes. Oui, l'autonomisation, parce qu'une femme, ce n'est pas qu'un buste et un utérus. Elle est faite pour travailler, elle est faite pour apporter sa solution à la gestion de la cité. Quand vous regardez les femmes qui sont dans les différents gouvernements ici en Côte d'Ivoire, les femmes ministres, les femmes qui gèrent des portefeuilles, est-ce que ça a suffisamment changé la mentalité de certaines femmes? Ça les a boosté autant pour qu'elles veuillent occuper des responsabilités, vous pensez? Pour les dames ou les femmes qui sont déjà en politique, oui. Je veux dire la nouvelle génération comme nous, qui avons des modèles qui nous inspirent et qui avons compris les enjeux, ces femmes-là nous inspirent. Elles nous inspirent et la plupart de ces femmes, elles ont fait leurs preuves et elles font leurs preuves. Elles nous inspirent effectivement. Mais il s'agit de la majorité des femmes qui ne s'intéressent même pas aux jeux politiques. La plupart des femmes, elles sont plus dans les organisations de société civile, dans des associations, dans des ONG. Mais le volet politique, elles en ont encore un peu. Elles préfèrent s'en méfier. C'est l'affaire des hommes. Est-ce que ce n'est pas justifié? Parfois, on vous coupe les herbes sous les pieds. Oui. Parfois, vous êtes menacé lorsque vous voulez vous présenter. C'est vrai que dans le domaine de communication et devant la toile, devant tout le monde, on brandit le facteur genre. Mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Parce que c'est une femme. Moi, je suis un homme, donc moi, je dois passer. Mais le combat, c'est à nous de le mener. C'est à nous de dire que nous avons notre place. C'est à nous de pousser les portes, de pousser les verrous, pour que les hommes nous donnent cet espace. C'est vrai qu'ils le disent, mais si nous ne nous levons pas pour pousser et pour déverrouiller tout, mais eux, ils seront à l'aise, ils seront à leur place. C'est comme nos anciens et puis nous, les jeunes qui voulons faire la politique. Mais c'est à nous de pousser et de montrer qu'ils ont besoin de nous.
On n'appelle pas à la politique, on n'appelle pas à la gouvernance une personne dont on n'a pas besoin. On ne le fait pas parce que nous sommes des belles femmes, non. Mais on le fait parce qu'on sait que nous avons une solution à apporter. On le fait parce qu'on se dit que cette dame, quand elle vient, les choses vont changer. Effectivement, quand toi, en tant que femme, quand on te met à un poste, il faut faire mieux que l'homme pour justifier le fait que nous avons une place et que nous avons quelque chose à dire et à faire. Et là, on a un homme et une femme sur le plateau qui est très bouillonnant. Comment bousculer, comment forcer l'ouverture des portes? On a vu des jeunes qui avaient des moyens de revendication parfois peu commodes. L'usage de la violence et autres. Vous qui avez été formés dans un institut de politique, vous qui êtes des jeunes, qui inspirez, j'imagine, d'autres jeunes, quels sont les procédés, les moyens pour pouvoir effectivement se faire entendre? Et justement, aujourd'hui, ça se résume au niveau de la démocratie. Justement, la démocratie, c'est cela, c'est de passer par des moyens démocratiques. Tous les tests qui existent, justement, tous les moyens existent aujourd'hui, du point de vue des tests, légalement parlant, qui nous permettent, en tant que jeunes, qui permettent à un citoyen lambda, justement, de réclamer quelque chose, de revendiquer quelque chose sans toutefois passer par la violence. Voilà, parce que la violence, justement, se nourrit comme je l'ai dit tout à l'heure, du désespoir de la jeunesse, ou lorsque les gens ont l'impression de ne pas être écoutés ou entendus. Et quand je reviens sur la question de la femme, justement, il y a le problème, c'est un peu culturel, voilà, parce que ça a toujours été ainsi. Mais quand on regarde un peu les dernières lois qui sont sorties justement sur la politique familiale, sur la représentation même de la femme au niveau des instances politiques, on s'est dit que les textes ont été votés, beaucoup d'avancées, mais en même temps il y a la question de la disponibilité de la femme aussi sur la scène politique, comme elle a dit. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on a besoin d'une femme et on veut vraiment aller au 30% ou au 40%, il faut avoir déjà les femmes présentes, il faut avoir déjà les femmes engagées justement pour pouvoir les nommer à ces postes de responsabilité là. Donc, comme elle a dit justement, c'est à la femme justement d'être engagée, de se faire former, d'être présent et de demander. C'est clair que à partir du moment où la loi l'autorise et que le politique est d'accord avec l'idée, les choses vont aller de mieux en mieux. Ce n'est pas toujours le cas, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on s'est dit que dans les années à venir, justement, le quota de la femme dans nos prises de décision ou dans les instances de prise de décision, justement, sera beaucoup plus représentatif. D'accord. On ne parlera pas de politique sans parler d'élections. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2022 et certainement en 2023, il y aura le renouvellement de la classe politique, des élections générales. Est-ce que vous serez surpris qu'un jeune, si l'âge ne lui permet, qui a peut-être 19, 20 ans, qui veut se présenter pour être député, pour être maire, est-ce que ce serait une surprise pour les jeunes eux-mêmes? Parce que parfois, les jeunes n'encouragent pas les jeunes. C'est vrai qu'on dira peut-être que les jeunes n'encouragent pas les jeunes parce que ce qu'on voit en Afrique, c'est que pour faire la politique, il faut avoir de l'argent. Il faut déjà que le jeune soit formé pour qu'il enlève cela de sa tête. Parce que pour faire la politique, il ne s'agit pas d'avoir de l'argent qui provient du contribuable et qu'on a soutiré par des mesures malsaines. Parce que c'est l'image que les jeunes ont. Je ne travaille pas ici, je ne suis pas ici, donc je n'ai pas accès à l'argent de l'État pour faire ma politique. Non, pour faire la politique, il y a des moyens pour recueillir des fonds et soutenir un candidat ou un parti politique. Et aujourd'hui, même quand on voit en Occident, à l'extérieur, lorsqu'on a des maires de 21, 24 ans dans les pays occidentaux, et qu'aujourd'hui, avec les parlements de jeunesse, avec les conseils nationaux de jeunesse dans nos pays, non, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et cette chose qui est en train d'être faite, elle est en train de faire naître des génies politiques. Peut-être malheureusement, le jeune, il est assis chez lui, il a son smartphone, il regarde tout ce qui se passe sur la toile, mais il ne vient pas là où il faut. Il y a des parlements de jeunesse, il y a des conseils nationaux. En tant que jeune, ben, il faut y être. C'est le cadre d'apprentissage, de contribution. C'est le cadre qui est là pour la jeunesse. Il ne faudrait pas attendre d'être forcément rattaché à un parti politique. Parce que ce cadre qui est planté, lui, il fait fi des partis politiques. C'est là que le jeune y parle. C'est en ce moment-là qu'on plante le cadre démocratique. Il ne faudrait pas être dans un parti politique et puis lancer des pics, non. D'accord, très bien. Vous avez touché tout à l'heure le cadre des jeunes. Il y a le Conseil national de la jeunesse. Vous êtes membre de ce Conseil national des jeunes. En effet. Ça sera la dernière question, en moins d'une minute. Est-ce que ce conseil-là fait le contrepoids, ou du moins quelle est la contribution, pour être plus précis, la contribution de ce conseil-là au développement de la Côte d'Ivoire? Ah oui, comme on le dit, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qui est dirigé par M. Ibrahima Diabaté, que je salue au passage. Justement, ce conseil a été mis en place pour constituer une force de proposition, une sorte d'incubation de la jeunesse
pour la valorisation de nos compétences justement. Donc, ce conseil a pour but justement de faire des propositions sur la question de la jeunesse, pour faire des propositions aux autorités, aux gouvernants sur les réalités de la jeunesse dans tous les domaines. Donc, ce conseil, c'est clair qu'il n'est pas là forcément pour faire un contre-pouvoir, mais il est là justement pour apporter un plus ou pour attirer le regard des autorités vers les questions de jeunesse aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est une force de proposition justement qui aujourd'hui fait son bon nombre de chemins et travaille. Et comment vous réagissez lorsque des propositions faites ne sont pas prises en compte, ou du moins on a l'impression qu'on n'a pas eu ce qu'on demande? Comment vous gérez ces genres de situations? Et comme je l'ai dit, aujourd'hui la démocratie nous permet de passer par tous les moyens légaux justement pour réclamer et revendiquer. Donc même quand on fait les propositions aux autorités, aux gouvernants et qu'on a l'impression que ces revendications ne sont pas prises en compte, justement il est de la responsabilité du Conseil et des jeunes de continuer de passer par d'autres moyens légaux justement pour réclamer ce qui leur revient de droit. D'accord, on pourra dire que le Conseil est un partenaire. Est un partenaire justement de l'État au développement de nos communautés et surtout permettre à la jeunesse justement leur permettre de se valoriser en termes de compétences justement. Merci docteur Diomandé Youssouf, vous êtes médecin diplômé et délégué de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Vous êtes également rapporteur principal de la commission santé, engagement, protection des jeunes au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie et je profite de votre émission justement pour saluer l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, à sa tête le ministre de la Jeunesse, M. Amadou Touré, qui justement à travers cet institut permet à la jeunesse aujourd'hui d'avoir la possibilité de se former et de se valoriser afin de participer au développement de son pays et de son continent. Merci. Merci également à Ga Cynthia Nadège, responsable emploi, formation et entrepreneuriat à la PFS de Bangerville. Elle est diplômée également de cet institut. Merci d'être passée sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.